Quel regard vous pouvez porter sur la cuisine en France au niveau national et sur la place de la cuisine française sur la scène internationale actuellement? Actuellement, il y a plusieurs phénomènes. Il y a un premier phénomène la nouvelle cuisine française a participé à la décolonisation de la gastronomie. Il faut comprendre que dans les années 80, 70, fin des années 70, début des années 80, la situation dans laquelle on est, c'est que les grands hôtels fonctionnent avec la gastronomie de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Cette gastronomie, elle est française, suisse, un peu italienne. Et on est dans un bassin d'influence là, qui est... la France est dominante, mais la Suisse et l'Italie ont une certaine influence encore. L'Italie va devenir beaucoup plus influente par la suite. Donc là, ces hôtels, c'est ce que les grands maîtres de la cuisine française ont inventé à la fin du 19e, au début du 20e. Et on ne fait que répéter cette cuisine-là. Alors on peut la répéter parce qu'elle est hyper compliquée, hyper sophistiquée, mais on est dans une situation un peu particulière. Si je fais une analogie avec d'autres arts, comme la musique par exemple, eh bien on serait dans une situation dans laquelle les chefs, les grands chefs, ne pourraient donner à voir ou donner à entendre en la matière que les grandes œuvres des maîtres classiques, c'est-à-dire pas de création, juste de l'interprétation. Et je vais devenir un grand chef dans l'interprétation impeccable, particulière, qui peut donner un certain espace à la personnalisation, mais interprétation quand même des grandes œuvres classiques. Dans cette période-là, la cuisine française domine. Mais elle domine un monde qui est le monde des élites et d'une toute petite portion des sociétés, celles qui fréquentent les grands hôtels, celles qui fréquentent les grands restaurants, celles qui voyagent éventuellement entre différents pays, notamment l'Europe, l'Asie. Lorsque la nouvelle cuisine arrive, avec cette idée que, il faut non seulement interpréter mais créer, et ça c'est l'injonction à la création qui démarre avec Christian Millau, Gault, la nouvelle cuisine fin des années 70-80 en France. Et cette nouvelle cuisine, donc, il faut créer. Et nos chefs, ils sont absolument déroutés. Parce qu'on les a formés à interpréter. Surtout, tu ne crées pas. Quelle prétention. Tu interprètes. Et lorsque différents phénomènes vont contribuer à ça, cette cuisine bourgeoise, en France, elle apparaît comme un peu ringarde. On a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose. En plus, les femmes prennent une place de plus en plus importante dans la gastronomie. Non seulement on va voir apparaître des figures féminines comme parmi les chefs, Olympe par exemple, mais de plus en plus du côté des clients eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir une fréquentation plus familiale, moins masculine des grands restaurants. Et donc on va... cette création, cette injonction à la création, va amener les chefs à rechercher des manières d'inspiration. Ouais. Pour faire simple, on va en avoir trois. La première, c'est le retour vers le passé. Le passé d'avant l'âge d'or du 19e. Et là, cette attitude, elle est personnifiée par Alain Sanderens. Sanderens, c'est un des chefs les plus étonnants des années 80. C'est quelqu'un qui est d'ailleurs un peu marginal dans le milieu de la cuisine, trop intellectuel. C'est quelqu'un qui donne des interviews à l'Express, il fait la couverture, il y a 10 pages, il parle de Claude Lévi-Strauss. On est dans un niveau d'analyse qui est tout à fait étonnant. Et à l'épaule, Paul Bocuse le trouve bien intello, cette affaire. Hein. Et donc, il prend des distances. Cette attitude-là, elle va amener les cuisiniers à travailler, faire une sorte de travail d'historien. Sanderens parlait d'archéologie du culinaire. Il disait on va aller chercher dans l'histoire des assemblages, des manières de faire,
qui vont nourrir notre inspiration. Et par exemple, un des plats de Sandrens qui est absolument étonnant, un gigot d'agneau lardé avec des anchois. Vous voyez, là, il va s'inspirer d'une période où la distinction poisson-viande n'est pas encore établie, et où on peut mélanger ces choses-là. Et donc, ce gigot d'agneau, il va le servir avec une sauce au vinaigre. Alors c'est pareil, ce sont des clins d'œil à l'époque où les sauces médiévales sont à base de verjus, à base de vinaigre doux, avec des capres. Et c'est des choses apparemment simples, cuites de façon parfaite. Le mélange entre l'agneau et l'anchois va être tout à fait surprenant. Voilà. On a une première ligne ici. Le canard orchestrate, hein, c'est aussi un des plats vedettes de Sandrens. Deuxième attitude, elle va être incarnée par Michel Guérard. Et Michel Guérard, lui, c'est quelqu'un qui va essayer de voir s'il est possible de dépasser l'opposition entre diététique et gastronomie. La gastronomie des années 60, c'est gras, lourd, du beurre partout, les matières grasses qui sont des pièges à saveur et à odeur. Et il va essayer de repenser cette cuisine. Et c'est la nouvelle cuisine minceur, la grande cuisine minceur. Un succès étonnant. Guérard vend des livres très au-delà de ce que font les prix Goncourt. À ce moment-là, deux grands livres, La cuisine minceur et La grande cuisine gourmande, c'est des tirages qui vont installer la collection dirigée par Claude Lebet dans la durée, parce qu'ils ont les moyens, à ce moment-là, d'installer, voire même d'aider largement l'éditeur qui les a promus. Guérard va faire une carrière internationale. Sandrens, moins, plus complexe, plus intellectualisé. Et puis, la troisième attitude, ça va être la nouvelle cuisine de terroir. Alors là, dans la nouvelle cuisine de terroir, il s'agit de porter le regard et d'aller chercher son inspiration sur les cuisines locales. Alors c'était pas très compliqué parce que tous les cuisiniers parlaient du clafoutis de leur grand-mère, de ce qui les avait amenés à faire la cuisine, de la mémoire de la cuisine familiale, et puis la grande cuisine qu'ils avaient appris chez les grands cuisiniers, et dans les grandes maisons, ou à l'école hôtelière. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est cette reconnexion entre des traditions et la grande cuisine. Bon, mais c'est un peu compliqué parce que on a bien quelques recettes qui nous viennent de la famille, il y a bien quelques érudits locaux qui ont écrit quelques livres sur les traditions locales, mais c'est souvent un peu l'écume de la culture locale. Et là, il y a quand même des gens qui vont, et notamment quelqu'un qui est très important dans ce mouvement-là, et qui au bout d'un moment va même incarner ce mouvement, c'est Michel Brasse. Michel Brasse, c'est quelqu'un qui non seulement va s'intéresser à la cuisine, aux traditions locales, aux choses simples, à la croûte de pain un peu brûlée, à la crème de lait avec laquelle on fait des tartes et on fait de la cuisine, des choses qu'on fait dans les familles, de cette espèce de cuisine du peu. Mais il ne va pas seulement s'intéresser à cette culture locale d'ici, mais il va s'emparer des cuisines locales de l'ailleurs. C'est quelqu'un qui va aussi beaucoup voyager, et qui va voyager avec un regard curieux, un regard qui va essayer de tirer parti. Et donc de cet aller-retour entre le local d'ici, le local de l'ailleurs, ça va donner une cuisine qui s'empare des cultures populaires, des cultures simples, pour faire de la gastronomie en s'inspirant de cela. Ça, c'est la troisième mouvement. Et c'est le mouvement qui va connaître le plus grand succès et qui est à l'origine de ce que j'ai appelé tout à l'heure la décolonisation de la gastronomie. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand vous avez cette attitude, où que vous soyez, vous allez regarder la cuisine du coin, les cuisines d'ailleurs, et vous allez faire votre marché à l'intérieur de ces univers. Vous allez décider de travailler sur du local, vous avez décidé de travailler sur un fil historique qui va être les relations
qui ont pu être des relations coloniales, des relations de découverte, des relations... Et vous allez avoir une trame d'inspiration qui va vous permettre de faire de la cuisine contemporaine, de la cuisine moderne, de la cuisine savante, avec une inspiration à votre mesure, articulant le lieu, l'histoire et des styles personnels. Eh bien ça, on peut dire que c'est la France qui a permis ça. C'est-à-dire ce sont ces chefs dont j'ai parlé tout à l'heure, Sandomierz, Guérard, notre ami Brasse, qui vont très largement contribuer. Bien sûr, il y en a d'autres. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont très largement contribuer à créer les conditions du développement de cette gastronomie. Alors, on pourrait se dire, mais vous ne parlez pas de Bocuse, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bien sûr. Alors, Bocuse, au moment de la nouvelle histoire, il est un peu à la traîne. Parce que Bocuse, c'est le grand cuisinier classique. Et je dois dire qu'il m'est arrivé j'ai eu la chance de manger chez Bocuse, et parfois même en contraste avec d'autres cuisiniers plus modernes et plus innovants, on va dire. Chez Bocuse, c'est quelque chose. Alors, ça fait partie des grands repas, mais Bocuse tenait une ligne qui était plutôt la ligne de la tradition française. Et il a bien sûr récupéré un certain nombre d'éléments d'inspiration, plus ou moins local, mais on va dire, le portefeuille interprétatif, créatif, il a créé 2-3 plats qui ont beaucoup d'importance, mais reste plutôt dans une veine assez classique qui prolonge la culture française des grands maîtres du 19e et début du 20e, Escoffier, Carême, où on a vraiment un cuisinier qui assume cet héritage et le fait vivre, l'impose. D'ailleurs, ça a toujours été parmi ces chefs qui ont cherché dans les nouvelles sources d'inspiration. Bocuse restait un peu celui qui tenait la ligne de ce qu'était la tradition française. Aujourd'hui, on a des chefs créatifs, on va dire, on a des chefs qui signent des plats. C'est aussi une grande caractéristique de la période contemporaine. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, comme des artistes, dans ce mouvement d'inspiration qu'on a vu apparaître, maintenant il y a des styles qui s'imposent, avec une manière de faire qui n'est pas seulement une affaire d'artisan. Vous savez, souvent les chefs, un peu par excès de modestie, on va dire, non pas qu'ils soient toujours modestes, mais disent on n'est pas des artistes, on est des artisans. C'est faux. Il y a quelques chefs qui sont des artistes, au sens où ils signent leurs plats. C'est-à-dire les plats, c'est pas seulement le résultat d'une tradition, c'est pas seulement le résultat d'une interprétation savante de quelque chose qui a été créé à un autre moment, par d'autres. Non, ils créent des choses, et il y a des créations, elles ne sont pas nombreuses, mais il y a des créations qui contribuent à changer le registre dans lequel la cuisine fonctionne. Et on a quelques-uns de chefs comme ça, en France, qui ont ce niveau-là. Alors, il y en a ailleurs, il y en a ailleurs maintenant, il y a des très grands chefs, un peu partout, et on peut dire que une des caractéristiques de la grande cuisine contemporaine, eh bien, c'est justement cette effervescence créatrice avec des gens qui, comme dans d'autres arts, amènent quelque chose qui leur est propre, dans l'assemblage d'influences, de traditions, et qui font qu'on reconnaît un style qui s'inscrit dans une époque. Alors je vais dire 2 mots sur un qui a d'ailleurs été un de nos anciens étudiants et dont on est très fiers, c'est Paul Perret. Paul Perret qui est installé à Shanghai, qui a 3 macarons Michelin, qui a été depuis plusieurs années dans les meilleurs restaurants du monde. Paul qui, cette année, a reçu toute une série d'hommages et qui a créé un restaurant absolument étonnant. C'est-à-dire, vous êtes dans une espèce de zone industrielle, au milieu de nulle part. Pour aller au restaurant, il vous donne rendez-vous avec un minibus dans un endroit de Shanghai. Et puis vous allez aller dans un endroit où vous n'iriez jamais, prenez un ascenseur et vous arrivez dans une salle de restaurant.
Et là, la salle de restaurant est entourée d'écrans de télévision, la table elle-même, et il va se dérouler un événement. Chaque plat est un événement, avec une mise en scène d'image, mise en scène musicale, et le plat lui-même est travaillé. Et on est dans une expérience gastronomique. Mais ce qu'il y a de bien chez Perret, parce qu'il y a eu d'autres types d'expériences. Hein. Je pense à ce qu'on a appelé la gastronomie moléculaire. Ce qu'il y a de bien chez Perret, c'est qu'on mange. C'est qu'il y a des aliments, et vous n'êtes pas seulement dans de la dégustation, comme dans la gastronomie moléculaire où il y a de l'acrobatie, au sens positif du terme. L'acrobatie d'un chef qui va faire des performances, transformer un truc en autre chose, et ça aura un goût qui va vous surprendre. Mais quelque chose que j'ai appelé la dérive gastronomique de la gastronomie. Dérive gastronomique, ça veut dire que, en fin de compte, l'expérience se réduit au goût, à l'olfaction. Mais manger, c'est plus que ça. Manger, c'est sentir ce qui se passe lorsqu'on a ingéré. Manger, c'est ce post-ingestif-là qui change également le climat, les relations avec les autres. Moi, il m'est arrivé de faire des repas de type gastronomie moléculaire, et au bout de certains plats, on dit « Pitié, arrêtez, j'en peux plus ». Tellement on est fatigué. Parce que c'est une expérience qui est décalée par rapport à la gustation et l'alimentation. Et vous voyez, il y a presque un risque dans cette attitude. C'est la dérive qu'on a dans le domaine du vin. C'est-à-dire, on peut prendre un vin et le décrire et être très attentif au goût du vin. Mais le vin, c'est pas que le goût. Le vin, c'est aussi son alcool. C'est aussi la manière de le boire, de l'accompagner. C'est aussi la façon dont le vin change le climat autour de la table, transforme la prise de parole. Et il y a toute une connaissance de l'usage du vin, qui n'est pas seulement la découverte du vin, sa description, sa dimension gustative. Et donc, ce que j'aime chez Paul Perret, c'est justement cette effervescence créative qui ne prend pas la place du fait qu'on va manger des aliments.